Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre publique d'Exo, nouvelle formule. Merci beaucoup d'avoir répondu présent aujourd'hui en personne et ici à Mont-Saint-Hilaire dans cette superbe salle qui se nomme La Nature en Mouvement. Et merci également à vous tous, les participants de manière virtuelle qui nous écoutent présentement. Je me présente, Morgan Dumas-Stoffel, conseiller aux affaires publiques chez Exo pour la Couronne Sud. Alors avant de vous présenter plus en détail le déroulement de cette soirée qui se veut interactive, j'aimerais laisser la parole à notre hôte, M. Marc-André Gartin, maire de Mont-Saint-Hilaire, afin de vous adresser quelques mots. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ravi de vous voir nombreux ici ce soir. Donc, je vais y aller des présentations usuelles. Donc, j'aimerais saluer mes collègues élus, donc Mme Villot, M. Dulac, M. Morin qui est dissimulé à l'arrière, membre de mon conseil. Donc, Mme Villot, mairesse de Mont-Saint-Hilaire, pardon, M. Dulac, maire de Belleuil. Excusez-moi, je suis un peu... Oui, c'est ça. Oui. Bon, OK. Fini le cafouillage. Monsieur Yel, merci de tenir cet événement à Mont-Saint-Hilaire. Je crois qu'il y a des gens qui vont nous poser des questions fort intéressantes. Et comme les membres du Conseil l'ont fait il y a quelques semaines, je pense qu'on est nombreux à vouloir vous entendre à l'égard de l'avenir du train de banlieue. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, on a pris position en faveur de notre train de banlieue, mais ce soir, je pense qu'on va pouvoir se gâter et poser plein de questions à cet effet-là et plein d'autres questions qui vous intéressent à l'égard du transport collectif. Donc, vraiment heureux de vous voir nombreux. Puis, sans plus tarder, bien, je pense qu'on enchaîne. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire de Mont-Saint-Hilaire, pour vos bons mots et pour votre accueil chaleureux ce soir. Merci aussi à toutes vos équipes qui ont aidé à faire de cet événement un bel événement, un succès, on l'espère, mais on est très heureux de vous voir aussi nombreux dans cette salle ce soir. Alors, on parlait d'une nouvelle formule pour cette séance, puis en effet, on vous propose ce soir le déroulement suivant. Dans quelques instants, Sylvain Yel, notre directeur général d'Exo, vous présentera une petite rétrospective de la rentrée automnale sur les services. Puis par la suite, on aura l'occasion d'assister à 2 panels de discussion en compagnie d'invités spéciaux. Le premier sur le transport à la demande, puis le second sur le train, pour lequel vous aurez l'occasion, à l'issue des 2 panels, de poser toutes les questions que vous le souhaitez sur ces sujets, que vous soyez présents dans la salle ou à distance également. Pour les participants dans la salle, on vous invitera à aller poser une question via le micro qui se trouve au centre de la salle tantôt. Puis, en deuxième partie de la soirée, pour les personnes qui êtes présentes sur place, vous serez invités à visiter nos 4 kiosques dans la salle ici, où plusieurs de nos experts présents se feront un plaisir d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions sur les services d'Exo. Alors, je laisse maintenant la parole à Sylvain pour les nouvelles fraîches sur l'état de nos services. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Merci de votre intérêt pour le transport collectif. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer en personne aujourd'hui pour pouvoir parler de notre sujet favori. Je tiens à mentionner la présence de plusieurs membres du conseil d'administration d'Exo en ligne. Notre présidente, qui normalement est toujours présente, ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui, mais elle est en ligne, toujours très intéressée de connaître les commentaires, les questions et les sujets d'actualité qui vous préoccupent ou qui vous intéressent. Ce genre de rencontre-là, on l'en fait depuis 2019, même fin 2018. Donc, on souhaite aller dans les communautés pour rencontrer les citoyens, parler du transport collectif et répondre à leurs questions et leurs préoccupations. On trouve important d'avoir ce contact direct-là, puis avoir le pouls aussi des citoyens qu'on dessert par les services d'autobus, de train et de transport adapté et de transport à la demande. Alors voilà, donc je commence toujours ces rencontres-là en faisant un portrait des services d'Exo. Bien entendu, il y a des gens en ligne qui ne sont pas nécessairement ni de la Couronne Sud, il peut y avoir des gens qui écoutent de la Couronne Nord, donc c'est très large. Mais les sujets qu'on a choisis aujourd'hui ce soir sont plus
opportun là, pour la couronne sud, puis spécifiquement le secteur ici. Alors, parlons de l'achalandage des services. On en entend parler souvent. Donc, depuis la pandémie, tout le monde a entendu une baisse importante de la fréquentation des services. On est en 2024 maintenant. La reprise de l'achalandage est très avancée. Dans la plupart des services, on est revenu au niveau d'achalandage de 2019. Dans certains services, on n'y est pas arrivé encore. C'est le cas dans le métro à Montréal, par exemple, mais aussi dans les trains de banlieue. Alors, pourquoi? C'est que la clientèle des trains de banlieue et du métro, c'est une clientèle qui se dirige davantage vers le centre-ville de Montréal, donc des gens qui peuvent faire du télétravail plus souvent. C'est ce qui fait que l'achalandage ne revient pas à 100% à ce moment-ci. Cependant, on peut vous dire que la reprise est importante, puis vous le voyez sur le graphique, on a depuis la rentrée là, une augmentation de la fréquentation des autobus de 9% par rapport à l'année précédente et de 12% dans les trains de banlieue par rapport à l'année précédente. Donc, il y a une croissance qui est forte encore année après année, et c'est ce qu'on souhaite, que les gens reviennent dans les services à long terme. Il y a quelqu'un qui change pour moi, c'est bon. Alors, on mesure aussi la ponctualité des services. On le sait, c'est très important. Est-ce que le service va passer à l'heure qui est écrit sur l'horaire? Donc, c'est un des facteurs très, très importants. Alors, pour les services d'autobus, on a une cible à 83%. Selon la période de l'année, c'est plus ponctuel, un petit peu moins l'hiver. La rentrée également, c'est plus difficile. On a atteint à date 79% des autobus qui passent à l'arrêt à l'heure. Donc, on a une marge de manœuvre de 5 minutes, c'est ça la norme. Donc, 79% des autobus sont à l'heure à plus ou moins 5 minutes. On a livré, c'est un autre indicateur qu'on a dans les services d'autobus, le pourcentage de services qu'on réalise vraiment par rapport à ce qui était prévu, parce qu'il y a toujours des aléas qui peuvent arriver, des accidents, des pannes, où il y a toujours des autobus qui peuvent ne pas être sur place. Donc, on a atteint un taux de livraison qu'on appelle de 99,4% des services. Donc, on est en haut de notre cible ou à notre cible à toute fin pratique. Donc, il y a eu beaucoup de travail de fait avec les transporteurs, nos partenaires. Vous savez qu'on travaille avec des partenaires privés qui desservent pour nous les services, puis nos équipes opérationnelles aussi pour améliorer la ponctualité puis la desserte des services. On est quand même pris avec la congestion routière. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Donc, on le voit dans nos statistiques. La plupart des retards des autobus sont causés par la congestion routière. C'est plus de 80% qui occasionnent des retards de plus de 5 minutes. Sinon, il y a d'autres facteurs, mais la principale cause, c'est celle-là. On a la chance, au niveau des trains, par ailleurs, je ne sais pas si on a l'autre diapositive. Au niveau des trains, les standards sont beaucoup plus élevés. Pour la ponctualité, on demande 95% du temps, le train doit être à l'heure à la gare. Fait qu'on a atteint ces statistiques-là, là, vous le voyez aujourd'hui. Donc, l'ensemble des lignes dépasse 95% du temps, sauf une ligne. Laquelle? Mont-Saint-Hilaire. Pourquoi? Parce que, en particulier, ce n'est pas à cause des travaux routiers, parce que le train est sur une voie dédiée. Mais dans ce cas-ci, c'est des changements qui ont eu lieu au CN. Donc, ils ont changé leur approche de régulation des trains. Il y a un centre de contrôle qui est géré par le Canadien national, qui fait qu'il gère le trafic. Ils ont changé des procédures, peut-être des employés aussi. Ça a fait qu'il y a eu des enjeux de trafic ferroviaire qui nous ont impacté beaucoup. Parce que quand un train de marchandises passe, on doit se tasser, attendre. Parfois, c'est long et ça occasionne des retards. On a beaucoup travaillé ça avec le CN. C'est en train de s'améliorer grandement. Puis la ligne ici, c'était une des plus ponctuelles depuis toujours. Mais cette année, c'était plus difficile, mais c'est en voie de se rétablir.
On regarde aussi la qualité de service du transport adapté. Donc, dans le transport adapté, l'achalandage a vraiment explosé depuis la fin de la pandémie. On est nettement en haut des standards qu'on avait avant la pandémie. Donc, il y a beaucoup d'utilisation. Puis la ponctualité est élevée aussi à 82 %, alors que notre cible, c'est 78 %. Fait que ça, c'est sûr, pour tout le territoire d'Exo. Ça peut varier d'un secteur à l'autre, mais ça vous donne une idée des statistiques de nos services. Finalement, le transport à la demande. Vous avez appris à connaître ceux qui l'utilisent dans le secteur aussi. On a mis ça en place dans le contexte de la pandémie aussi parce qu'on se rendait compte que les habitudes des gens et les besoins des gens changeaient et qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas répondus localement. Donc, on voulait diversifier notre offre de services pour les municipalités, les localités aussi qui ont des besoins locaux en termes de déplacement. Comme c'est un sujet du panel ce soir, je ne vais pas trop en parler. Vous allez en entendre parler amplement puis pouvoir questionner. Mais c'est un mode qui est apprécié. Puis on va mettre en place un 4e projet dans les prochaines semaines, mois de novembre, fin novembre, dans 2 jours. À Boisbriand, donc sur la Couronne Nord. Il y a déjà un projet sur la Couronne Nord aussi à Terrebonne. Fait que ça va être un projet plus pour les week-ends. Donc, les lignes fixes le week-end qui n'ont pas beaucoup de fréquence vont être remplacées par des transports à la demande le week-end. Alors, voilà. Donc, ça fait le tour des statistiques, puis un peu pour vous présenter là, notre offre de service. Je sais que probablement plusieurs nous connaissent, mais c'est toujours intéressant de voir les chiffres qu'on sort. Dans le fond, je pense qu'on passe au panel maintenant. Alors, est-ce que c'est toi qui invites les gens? Je peux. Oui, vas-y. Parfait. Fais ta job. Merci, chef. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette mise à jour. Alors, ça nous amène à la 2e section prévue sur les panels, à commencer par le premier, intitulé « Le transport à la demande, une mobilité intelligente ». Pour ce faire, je vais accueillir sur scène Marie-Hélène Cloutier, directrice exécutive mobilité clients et partenaires, afin d'animer ce panel. Bonsoir à tous. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet si intéressant qu'est le transport à la demande. D'autant plus que, comme vous le savez certainement, on vient de lancer un nouveau service ici dans la ville de Mont-Saint-Hilaire et Ottoburn Park. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous aujourd'hui d'être ici pour discuter avec vous de ce beau projet-là. Et d'ailleurs, après seulement quelques semaines, je peux confirmer que le départ du transport à la demande ici se fait vraiment de façon incroyable. C'est déjà plus de 1500 déplacements dans le dernier mois qui ont eu lieu. C'est vraiment des excellents indicateurs que le service était attendu, que le service a bien été lancé. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Exo à la demande, ça l'offre aux usagers une option de transport en commun collective, personnalisée et pratique. Ça s'adapte aux nouveaux comportements. Sylvain en a parlé. C'est plus fréquent, c'est plus direct et surtout, il y a une donnée que j'aime énormément. Toutes nos équipes chez Exo sont un peu tannées que je la mentionne, mais il y a 40 % des gens qui utilisent le transport à la demande qui, avant, n'utilisaient pas du tout le transport en commun. Donc, ça veut dire qu'on répond vraiment à des besoins et ça, c'est ce qu'on cherche à faire lorsqu'on veut améliorer notre offre de service puis répondre aux besoins des gens. Donc, ce soir, je serai accompagnée de 3 panélistes, donc je les invite à monter sur scène. Catherine Beaulieu, qui est directrice développement et planification de la mobilité chez Exo, Monsieur Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, et Madame Nadine Viault, mairesse de Belleuil. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a 20 minutes ensemble pour parler de notre sujet de prédilection, qui est le transport à la demande. Je vais diriger ma première question à Catherine Beaulieu, qui clairement ne vous le dira pas, mais c'est l'instigatrice vraiment des projets de transport à la demande chez Exo. C'est la directrice qui, avec toute son équipe, les a mis sur pied. Donc, Catherine, tu es la mieux placée pour répondre
à notre question. La première, en fait, qui vise à expliquer en quoi ça consiste le service du transport à la demande et qu'est-ce que ça apporte à nos clients. Bien, bonjour. En fait, le transport à la demande, ça se veut un service où les gens peuvent demander une origine-destination, donc d'où je pars, où je veux aller, dans une zone donnée. Et le véhicule va faire des trajets et combiner les déplacements de différentes personnes pour optimiser le tout. Donc, contrairement à un service de bus où il y a des lignes fixes avec un horaire, donc un trajet précis, un horaire précis, le service s'adapte vraiment aux besoins puis à la demande de déplacement des gens. Donc, on peut offrir un service, comme tu le disais en introduction, un peu plus personnalisé et direct. Donc, je me déplace à l'heure où j'en ai besoin. S'il n'y a pas de demande dans un secteur, mais le véhicule ne va pas aller là, donc on gagne du temps aussi. Et bien sûr, c'est du transport collectif, donc on cherche à optimiser les gens et donc à pas avoir nécessairement un transport personnalisé, mais à une heure et un moment personnalisé. Merci beaucoup. As-tu des données à nous partager qui sont particulières justement pour décrire le transport à la demande, surtout dans les différences entre justement l'autobus usuel, le transport à la demande, lorsqu'on parle d'un nombre moyen de temps de déplacement ou d'un nombre de kilomètres que les gens font, parce que ça, c'est très variable entre l'autobus, le taxi, puis le transport à la demande à proprement parler. Oui, on voit que le transport à demande s'applique bien quand il y a beaucoup de déplacements plus locaux, donc pas des longues distances, aussi dans des quartiers avec une densité ou un nombre de population qui est somme toute raisonnable. Donc pas hyper faible densité, mais pas non plus une densité super forte là, comme sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Donc, les déplacements sont souvent assez courts, donc on parle d'environ 4-5 km. C'est la moyenne de nos déplacements en transport à la demande, versus certaines lignes d'autobus ou le train où là, la distance est beaucoup plus grande. On voit aussi que les gens ont réduit leur temps de trajet comparativement à des secteurs où il y avait des autobus avant. Donc, souvent, ça va être des trajets comme ils sont courts en distance aussi en temps. Là, on parle d'une douzaine de minutes, mais plus courts qu'en autobus. Et on a vu aussi à Terrebonne, en fait, le temps était similaire parce que c'était une zone un peu particulière, mais les gens avaient moins à marcher. Donc, on se rapproche des gens. Ça, c'est un autre avantage qu'on a eu en déployant du transport à la demande. On a pu augmenter le nombre d'arrêts, donc la couverture. Donc, on se rapproche des gens. Donc, même si ce n'est pas du porte-à-porte, l'arrêt va être très proche et donc on marche moins. Merci, Catherine. Donc, on va se retourner vers nos élus, Mme Viault, M. Guertin. Pour vos municipalités, maintenant, vous avez du transport à la demande dans vos municipalités. Qu'est-ce que ça l'a changé? Je te laisse commencer. Tu as une petite longueur d'avance quand même. Si on repart à la base, là, comme élu, ce qu'on vise à travers le transport en commun, c'est de changer les habitudes de déplacement de nos citoyens. On sait que nos villes grandissent en densité, mais qu'on a les mêmes rues. Donc, pour les déplacements, alors il faut absolument, en banlieue, être capable de changer des habitudes de transport. Et ça, c'est un grand défi quand la banlieue a été créée pour tout à l'auto. Donc, comment on peut intégrer un nouveau mode de transport qui est le transport en commun? À Belleuil, en fait, c'est le jour et la nuit depuis que le transport à la demande est arrivé. On voit des personnes âgées pouvoir se rendre directement au CLSC. On voit des ados qui n'avaient jamais pris d'autobus se déplacer pour aller chez un ami, chez un autre. Donc, j'ai moi-même 3 enfants à la maison. Puis la plus jeune a adopté le transport à la demande à une façon incroyable. Elle est trop autonome. Il faut qu'on la trouve parce qu'elle a son application, puis là, elle appelle son autobus, puis elle n'a même plus besoin de nous. Donc, dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de créer à la base des habitudes différentes chez nos jeunes. J'ai toujours dit, le poison qu'on a en banlieue, c'est qu'on n'a jamais fait découvrir le transport en commun à nos jeunes. Ce
ce qui fait en sorte qu'à 16, 17 ans, la première chose qu'ils veulent, c'est une voiture. Oui. Parce qu'ils ont connu le taxi maman puis le taxi papa, puis ils n'ont jamais connu le transport en commun. Donc, de voir on avait un brunch des nouveaux résidents il y a quelques jours à peine, puis on avait des nouveaux résidents qui disaient « C'est fantastique, transport à la demande. Moi, je viens d'arriver à Belleuil. Je fais mes allers-retours à la garderie à tous les jours en transport en commun. Le samedi matin, j'amène mes enfants au soccer en transport en commun. » Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à moyen terme, on peut prévoir même enlever une voiture sur 2 dans une entrée pour une famille. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on va révolutionner le monde en disant que la banlieue n'aura plus de voitures, mais ne serait-ce que d'enlever, imaginez-vous, une voiture par famille, ce que ça peut créer comme facilité de déplacement dans la communauté, c'est génial. Et évidemment, on a accès à Belleuil à des endroits qui étaient inaccessibles en transport en commun depuis toujours. Donc, cette façon de faire-là, de pouvoir construire avec fluidité, ça demande beaucoup de coordination, j'imagine, des équipes d'Exo, mais d'être capable de construire en temps réel ou presque des lignes d'autobus qui permettent à plusieurs usagers en même temps d'aller d'un point A à un point B. À Belleuil, c'est au-dessus de 200 points virtuels qu'on a de disponibles à travers la ville au complet. Puis, notre réseau local inclut aussi la ville voisine de McMasterville. Donc, on a une zone locale encore plus grande qu'on peut desservir. Donc, c'est un charme. Bien, le charme s'est traduit en chiffres aussi parce que la croissance de l'achalandage depuis qu'on est en transport à la demande dans votre ville, c'est plus de 300 %. Donc, on voit que les gens l'utilisent. Puis, à votre point, s'il y a quelques déplacements par semaine qu'on ne fait pas en voiture, qu'on peut faire avec le transport à la demande, c'est le début d'un changement dans les habitudes. Et puis, clairement, vous êtes notre premier projet. Oui. Et vraiment, ça l'a mis la barre très haute, puis ça nous a donné beaucoup d'études et de bonnes pratiques à mettre en pratique, justement, lorsqu'on lance des nouveaux transports à la demande, comme à Mont-Saint-Hilaire. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Bien, c'est récent, mais ça a certainement déjà des impacts. Oui, donc on apprend, en fait, des initiatives de nos collègues, nos municipalités voisines, mais ça vient de différents constats. Bon, on vient d'adopter notre plan climat, donc je ne répéterai pas comment on a besoin de changer des habitudes, puis peut-être de réduire notre empreinte écologique avec nos déplacements. Ça compte pour beaucoup dans notre empreinte carbone, nous, à Mont-Saint-Hilaire, les déplacements, un peu comme dans toutes les villes du Québec. Mais ça vient aussi de divers constats, notamment par rapport à la démographie de Mont-Saint-Hilaire. On a une population vieillissante, puis on vieillit un peu plus vite que la moyenne. Donc, d'offrir cette flexibilité-là, ça nous semblait très sensé. Mais ça vient aussi d'un constat comme quoi il y avait des lignes qui étaient vraiment sous-utilisées. Donc, de voir des autobus défiler dans nos rues puis qu'ils soient vides, c'est pas vraiment intéressant. Puis, bien, comme vous venez de l'expliquer, d'avoir un transport souple où on peut déjà programmer l'heure où le véhicule va venir à un point près de la maison, puis ensuite, bon, bien, de voir différentes personnes embarquer avec nous, mais se rendre à une destination qui est similaire à la nôtre. C'était juste du gros bon sens là, en termes d'optimisation des ressources. Puis ce qui est d'intéressant, c'est que ça se fait quasiment à coût nul, dans la mesure où on a retiré des lignes qui étaient sous-utilisées pour le transformer avec le transport à la demande. Puis, ce qui est remarquable, c'est qu'on arrive, dans le fond, comme vous, à desservir un plus grand territoire, parce qu'il y avait des zones de Mont-Saint-Hilaire qui n'avaient aucun service. La même chose pour Otterburn Park, donc c'est un service intégré entre nos deux municipalités, et avoir des heures élargies. Donc je crois qu'il y a vraiment une bonification là, ici de l'offre. Puis on est déjà chanceux à Mont-Saint-Hilaire. On a des autobus interurbains là, avec la 200, la 201 et autres, puis on a le train. Mais là, ça vient vraiment là, ajouter au cocktail de transport, puis ça ajoute de la souplesse. Donc, comme vous disiez, l'adoption est quand même assez rapide. Alors, on tire plein d'apprentissages des pilotes qui ont été faits ailleurs, puis ça roule rondement. Bien, vous avez raison de le mentionner. D'ailleurs, vous l'avez dit, je pense que c'est important de le redire. C'est des projets qui ont été faits en convertissant le même budget d'exploitation. Donc,
il y a des endroits sur le territoire où on est capable de le faire. Catherine, peut-être dans notre prochaine question, tu pourras nous parler un peu justement des critères, parce qu'on ne peut pas mettre du transport à la demande partout, mais là où on peut, c'est vraiment une conversion de l'offre qui répond à des nouveaux besoins. On m'a glissé dans mes notes également des informations par rapport au transport à la demande à Terrebonne, parce qu'on a un autre projet à Terrebonne qui nous a permis de desservir des pôles qui étaient difficilement accessibles dans une zone industrielle. Donc, ça aide des gens également à aller travailler. Il y a de la desserte également vers nos gares, vers les pôles, pour s'assurer que les gens soient capables justement d'utiliser le transport à la demande pour aller prendre l'autobus ou le train. Donc, il y a une multitude justement d'aménagements, puis comme vous dites, de cocktails de mobilité qui s'installent. Et ça m'amène à notre troisième question, même si on pourrait en parler, en tout cas, moi, je me connais pendant au moins 2-3 heures. Donc, étant assez récent justement comme service de mobilité, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Puis je commencerai peut-être par vous, Madame Villot, étant donné que vous êtes dans le projet depuis plusieurs années. Comment est-ce qu'on peut continuer de s'améliorer? Là, j'entendais que Terrebonne avait accès dans un parc industriel. Oui. Donc, la première chose qu'on souhaite à Belleuil, c'est que notre parc industriel soit couvert à travers le territoire d'Aix-à-la-Demande. C'est comme un petit coin. Un petit coin, le triangle des Bermudes, qu'on a de la difficulté à intégrer dans notre proposition, qui ferait vraiment une grosse différence pour les employés du parc industriel. Donc, ça, c'est sûr. Je dirais, avant de dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, il y a certainement des choses qui sont améliorées, mais je profiterai du moment pour dire, j'ai apprécié énormément. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est là. Félicitations, bonne fête. Oui, bonne fête. Ça fait 3 ans qu'on a été élus, et puis depuis 3 ans, j'ai vu évoluer énormément la complicité avec Exo. Oui. Et bien, c'est certain que comme on était cobaye du transport à la demande, il y avait des ajustements à faire. Mm-hmm. Puis le premier ajustement qui a été à faire, ça a été notamment sur des lignes fixes. Donc, quand on parle, par exemple, du rabattement sur le train, où on a un horaire qui est régulier, le transport à la demande devenait assez problématique parce que, bon, les heures étaient difficiles à articuler en même temps que l'horaire du train. Donc, avec le travail qu'on a fait en collaboration, qui a été génial, il y a eu une agilité qui a été faite pour remettre des lignes fixes qui nous amènent aujourd'hui au train de banlieue afin de respecter l'horaire du train de banlieue. Puis ça a enlevé beaucoup, beaucoup d'anxiété aux travailleurs qui utilisent 5 jours par semaine le train de banlieue pour se rendre en direction de Montréal. Donc, ça a été un élément qu'on avait vu au départ. On a vu aussi, pendant un certain moment, des problématiques qui entouraient la prévisibilité des déplacements. Donc, pendant un certain temps, on voyait de l'annulation de déplacements qu'on voyait, puis c'était pas facile parce qu'il fallait souvent, on se retrouvait avec des gens qui avaient fait la demande de leur autobus, puis se retrouvaient le bec à l'eau parce que l'autobus avait été annulé à la dernière minute. Donc, il y a eu un grand ajustement par rapport à ça. Puis j'en parlais dernièrement à ma plus jeune là, qui mange du transport à la demande. Là. Je dis, comment ça va? Puis elle dit, depuis là, plusieurs mois, là, c'est fiable. En termes de fiabilité, là, il n'y a plus d'annulation. Tous les autobus passent et tout ça. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Peut-être la facilité en termes de prévisibilité. Donc, la qualité du transport à la demande, c'est qu'on crée du transport sur mesure. Oui. Le défaut de ça, en fait, c'est que pour être capable de le faire, il faut une belle coordination et ça demande du temps. Donc, ça demande à l'utilisateur de se coordonner à l'avance, de la planification de l'utilisateur. Contrairement aux lignes fixes où on sait que l'horaire va passer à 17, puis qu'on le sait qu'à chaque fois, c'est la même heure. Donc, ça, c'est un élément, en fait, qui amène peut-être une complexité, je dirais, dans le transport à la demande, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs heures à l'avance, voire des jours à l'avance, prévoir ces déplacements pour être en mesure d'avoir le transport au moment voulu. Alors, ça demande beaucoup d'organisation et de planification, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. À tout le monde, effectivement. Oui, puis à toutes les circonstances non plus. Donc, je pense aux gens qui vont magasiner au centre commercial, ils ne savent pas nécessairement à quelle heure ils vont vouloir revenir à la maison. Donc, tout ça doit être planifié puis coordonné à l'avance. Alors, c'est des éléments comme ça qui restent à ajuster probablement, mais ultimement, en fait, mon souhait, c'est qu'on ramène des lignes fixes à Belleuil.
Oui. Parce que ça va vouloir dire que le transport à la demande, on va avoir atteint le summum de l'utilisation, puis on va avoir un nombre de personnes, d'utilisateurs suffisant pour remettre en place des lignes fixes. Donc, probablement qu'on va tester une formule hybride incessamment, où on va avoir un peu des deux, comme à Terrebonne, les fins de semaine. C'est mon rêve, en tout cas, j'espère qu'on arrive à assez d'utilisateurs à Belleuil pour pouvoir le faire. Vous avez raison qu'à un certain moment, on doit se questionner. Quand le transport à la demande est vraiment populaire, à un certain moment, il faut se questionner justement si on remet des lignes fixes. Donc, vous avez raison. Puis vous avez raison que le modèle qu'on va lancer prochainement à Boisbriand, c'est un mix entre l'horaire, la semaine des lignes fixes et la fin de semaine, on converge les lignes en transport à la demande. Donc, tous ces modèles-là nous permettent de continuer de s'améliorer puis de voir comment est-ce qu'on va faire évoluer le service. Monsieur Guertin. Alors, en termes d'amélioration, bien, je pense que le transport à la demande, il faut le dire, c'est une amélioration par rapport à ce qu'on avait avant. Des lignes fixes sous-utilisées qui nous coûtent collectivement de l'argent. Oui. Puis là, mais on les optimise avec le transport à la demande. Donc, déjà là, je tiens à dire que c'est une amélioration. Mais il y a d'autres améliorations possibles. Ma collègue parlait de l'adhésion, mais pour avoir une plus grande adhésion, je crois qu'il va falloir améliorer en fait nos efforts pour rejoindre certains publics cibles ou certains utilisateurs types. Je rêve d'un jour où on fera des essais, où on facilitera l'expérimentation du TAD, par exemple, dans notre école secondaire à Ozias-le-Duc ou au Collège Saint-Hilaire, pour initier rapidement nos jeunes à l'adhésion à ce nouveau mode de transport collectif-là. Mais il faut aussi, je crois, penser à nos personnes aînées, qui, elles aussi, dans le fond, se voient des fois contraintes à changer des habitudes de transport. Donc, de faciliter puis de faire une promotion bien ciblée. On est souvent avec nos téléphones intelligents, puis pour nous, utiliser des applications, c'est facile, mais peut-être de les initier au transport à la demande, ça pourrait être intéressant. Puis je tiens à rappeler que le transport à la demande peut aussi se commander par téléphone. Absolument. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des appareils, on n'est pas obligé d'avoir un appareil électronique là, pour pouvoir y accéder. Donc, le service téléphonique, puis une démarche accrue auprès des personnes aînées me semble une étape nécessaire, donc une amélioration possible. Vous avez raison. 3 façons pour le transport à la demande, par téléphone, par l'application, avec le site Web. Donc, plusieurs portes d'entrée, puis de maximiser la présence terrain, l'accompagnement des gens pour qu'ils apprennent à l'utiliser. C'est un facteur de succès qu'on multiplie de plus en plus pour s'assurer vraiment que les gens comprennent comment l'utiliser. Catherine, qu'est-ce qu'on améliore? Bien, effectivement, c'est un service qui était nouveau pour nous aussi. Donc, on a mis vraiment beaucoup d'efforts à le monitorer, surveiller, voir comment on pouvait l'ajuster. Donc, c'est des nouvelles technologies qui viennent avec beaucoup de fonctionnalités, de petits paramètres qui sont cachés pour le client, mais nous, on surveille, on ajuste, on adapte pour s'assurer d'être capable d'accueillir le plus de clients avec le même nombre de véhicules. On a aussi surveillé les tailles des zones. Donc, à Terrebonne, par exemple, c'est un des ajustements qu'on a fait pour, encore une fois, donner plus de flexibilité aux gens et maximiser l'utilisation des véhicules. On a doublé la taille de la zone à coût égal, véhicule égal, et ça a bien fonctionné. Donc, c'est des apprentissages qu'on a fait au fur et à mesure et qu'on continue de faire. Puis, je trouve votre commentaire sur l'accompagnement client super pertinent et c'est des choses qu'on essaie effectivement de faire de plus en plus à Belleuil, puisqu'il y avait beaucoup de personnes aînées qui, dans la zone qui étaient déjà des utilisateurs des services de lignes fixes. On avait été visiter une résidence pour aînés, accompagner une personne là-bas qui pouvait former la clientèle aussi ou accompagner la clientèle, faire des réservations à leur place. Donc, ça a été vraiment une belle activité et ça a porté beaucoup de fruits. Donc, c'est le genre d'initiative qu'on veut refaire. Oui. Si je peux ajouter? Oui. Alors, j'ai l'impression que dans les améliorations possibles, certains de mes concitoyennes et concitoyens vont nous poser la question sur la gratuité. Puis, aussi bien en parler. Hein? Donc, on suit la même courbe d'apprentissage que nos collègues de McMasterville et de Belleuil. Hein? Commencer par un projet pilote où il y avait une tarification, on essaie de voir, en fait, puis on tire des apprentissages. Donc, cette question-là aussi est une question qu'on va continuer à évaluer.
Puis, on se permettait un projet pilote de 12 à 18 mois là, pour, dans le fond, pleinement apprécier l'adhésion au service, puis voir l'impact, à savoir si on avait besoin de plus de véhicules, moins de véhicules et tout. Donc, ça aussi, ça figure depuis le début là, dans les considérations qu'on a là, puis les pistes d'amélioration possibles. L'interconnexion entre nos services aussi, pour peut-être avoir un service unifié sur 4 villes, parcs industriels. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est très particulièrement agréable, puis je dois le mentionner, comme ma collègue a fait, de réfléchir à ces questions-là avec vous, parce que le niveau de professionnalisme dont vous faites preuve dans la mise en œuvre de ce projet-là est vraiment appréciable. Donc, au nom de tous mes concitoyennes et concitoyens, je vous remercie, en fait, pour le nouveau service. Bien, merci. C'est un merci que je vais partager avec toutes les équipes d'Exo. Tout le monde chez Exo a travaillé de près ou de loin sur ce projet-là. Donc, merci à tous. Merci à vous parce que vous avez aussi été très présents, toutes vos équipes, pour s'assurer que ces projets-là étaient lancés avec un bon succès. Prochainement, comme on l'a indiqué, le 9 novembre prochain, on a un nouveau projet de transport à la demande qui va être lancé. Ça nous tient à cœur. C'est un outil vraiment qui dynamise la mobilité, qui est un vecteur également de vitalité, là, vraiment du territoire. Donc, on y croit. Merci d'avance pour vos questions et merci à nos panélistes d'avoir partagé leur opinion, leurs idées. C'était rafraîchissant. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, il y a une paire de questions. Je vais aller. Ici pourra vous faire passer le micro si vous souhaitez poser une question à nos panélistes. Simplement lever la main, ceux qui souhaitent. Vous avez mentionné que possiblement ce serait payant. C'est possiblement ou c'est vraiment? Donc, en fait, le transport à la demande à Belleuil, à Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park est un service payant, contrairement au service de McMasterville et Belleuil. Ben, je peux Donc, peut-être expliquer dans le fond la raison pour laquelle c'est gratuit à Belleuil et McMasterville puis que c'est payant chez vous. Mm-hmm. En fait, c'est un choix politique qui a été fait. À mon entrée en poste, ce que je souhaitais, c'est faciliter l'accès au transport en commun. Puis c'est un choix politique qu'on a fait de prendre la facture des utilisateurs puis de se dire que en simplifiant puis en facilitant, en ayant un service de qualité, on allait être en mesure de changer plus rapidement les méthodes de transport de notre population. Donc, au niveau local, on a réussi à créer une zone gratuite, en fait, qu'on paye, nous, les villes. C'est un choix politique qui a été fait. Puis, ça nous a pris quand même de la data pour être capable de le faire. Donc, c'est ce que Mont-Saint-Hilaire est en train de faire, accumuler des données pour voir combien d'utilisateurs on a dès le départ, comment est-ce que ça fonctionne, de façon naturelle, est-ce qu'il y a une adoption ou pas. Puis, par la suite, pouvoir peut-être se poser d'autres questions ultérieurement. Puis, de notre côté aussi, on est en train d'évaluer quelle est la valeur ajoutée à la gratuité. Donc, ça aussi, ça va être intéressant de se poser la question. On a été challengés en bon chinois par des urbanistes qui nous disaient qu'en fait, la gratuité est une fausse bonne idée. Donc, qu'en fait, on nourrissait, on payait pour des gens qui marchaient normalement, qui maintenant utilisaient le transport en commun. Donc, ce n'était pas un gain en termes de déplacement. Or là, on est en mesure de se rendre compte qu'il y a des réels gains dans les habitudes de déplacement en termes pour la banlieue notamment. Donc, c'est intéressant. On va être capable de le quantifier puis de pouvoir donner des bonnes idées à nos voisins, peut-être. Et si je puis ajouter, c'est aussi, dans le fond, on essaie parfois de saisir des opportunités. Donc, lorsqu'Exo nous a approchés, bien nous, on a voulu rapidement boiter le pas, par solidarité aussi, parce que c'est important pour nous de travailler avec Otterburn Park. Donc, on ne voulait pas créer de délai. Je vais vous éviter toute la hiérarchie dans la planification et le transport collectif dans la grande région de Montréal, mais il y a beaucoup d'organisations. Il y a la CMM, la RTM et notre opérateur Exo. Puis, pour éviter certains écueils, on a décidé de faire ce premier pas-là en maintenant un tarif. Puis, ça nous évitait d'allonger les délais d'autorisation des instances supérieures associées au transport collectif dans notre grande région.
Moi, c'est une question plus technique au point de vue utilisateur. Je me demande comment je fais, moi, quand je reste à Belleuil puis que je veux aller à Mont-Saint-Hilaire. Là, je ne peux pas prendre le même, hein? Je ne peux pas faire mon trajet, il faut que j'aille un truc. Bon, c'est ça. Puis pour le coup aussi, il faut que j'aille une carte pour Saint-Hilaire, puis rien pour Belleuil. Ça se marche. Okay. Quand on sort de Belleuil, il n'y a plus rien. On m'a dit que la Terre était ronde, j'y crois pas. Non, mais c'est ça. En fait, la portion territoriale est à respecter. La zone locale est vraiment Belleuil-McMasterville. Puis on espère de tout cœur. C'est vraiment le fun que Saint-Hilaire puis Audubon Park emboîtent le pas au niveau du transport à la demande. Puis je ne pense pas me tromper là, si je réponds pour les 4 maires à dire que ça serait extraordinaire de pouvoir développer la portion du territoire de transport à la demande sur les 4 villes parce que de façon naturelle, il y a des déplacements qui se font. Les gens d'Audubon Park vont au CLSC à Belleuil, les gens de Saint-Hilaire également. Donc, on l'espère. Il y a espoir parce que moi, je reste sur le bord du pont Jordi-Bonnet. Fait que là, Monsieur Yel, est-ce qu'il y a espoir? Catherine a nous indiqué ça. Puis là, il faut que je fasse un détour pour pouvoir aller à Saint-Hilaire. Est-ce que c'est un futur projet? On est en train d'analyser tout ça. Comme vous savez, là, ça vient tout juste d'être lancé il y a quelques semaines, mois à peine, à Mont-Saint-Hilaire, Audubon Park. Présentement, vous avez raison, là, on a permis aux 2 zones de se parler, de se connecter, mais à quelques arrêts là, au Maille-Montenac, qui est dans les environs là, à Belleuil. Donc, c'est là que les correspondances sont possibles. Mais vous avez raison, actuellement, pour passer d'une zone à l'autre, il faut une correspondance dans ce secteur-là. On est en train de regarder, est-ce que ça serait possible de faire une grande zone? Mais on veut s'assurer que le service pour les clients va rester bon, parce que comme c'est grand, il peut y avoir des demandes aux extrémités, là, les temps de déplacement pourraient être plus longs, donc on va être sûr de ne pas dégrader le service. Mais ce sont des analyses qu'on fait actuellement, mais pour l'instant, la façon, c'est effectivement avec la correspondance. Bonsoir. Est-ce que je peux parler de l'autobus 300? Est-ce que c'est hors d'ordre? Parce que ce n'est pas le transport à la demande. Nos collègues qui sont ici, justement, vont pouvoir répondre à votre question juste à la fin de ce panel. Ah, d'accord. Mais pas en public, c'est ça? Ben, pas nécessairement, parce qu'on privilégie des questions qui concernent plus le transport à la demande, mais vous inquiétez pas, vous allez être entre de bonnes mains. Allez-y. J'en ai une. Oui. J'imagine que je vais éventuellement utiliser le service pour me rendre de ma résidence dans la montagne à la gare. Évidemment, c'est à des heures très précises. Est-ce qu'il risque d'y arriver le même problème qu'à Belleuil, c'est-à-dire que ça va être très long avant de me rendre à la gare parce que l'autobus va amener tous les gens qui veulent aller au train? Il va avoir un grand trajet à faire et plusieurs arrêts. En fait, comme on l'a expliqué, on a appris beaucoup du projet à Belleuil-McMasterville. Et dans le cas de Mont-Saint-Hilaire, Audubon Park, on a pris la décision de conserver certaines lignes fixes qui font le rabattement au train. Donc, sur les 5 lignes plus locales qui couvraient la zone, il y en a 3 qui sont devenues du transport à la demande et 2 lignes qui sont restées pour assurer le rabattement de train. Donc là, je ne connais pas exactement où vous restez si vous êtes tout près de ces lignes-là, mais sachez qu'il y a cette option-là encore. Donc, certaines lignes fixes amènent au train. En termes de volume, pour les zones qui n'étaient pas le long de ces lignes-là, c'était très faible, les gens qui se destinaient au train. C'est pour ça qu'on ne voit vraiment pas d'enjeu. Il faut seulement vraiment être précautionneux du temps qu'on demande et laisser un petit peu de temps tampon pour être sûr de ne pas manquer le train. Disons que c'est la seule contrainte. Mais il y a encore des lignes qui permettent le rabattement au train. Est-ce que vous voulez ajouter? Parfait. Merci beaucoup. On aura des experts aussi sur le transport à la demande, tout comme sur scène, mais aussi au kiosque par la suite. Vous pourrez aller poser vos questions à la fin de la séance. Alors, on passe maintenant au deuxième panel de la soirée. Merci beaucoup à vous. Merci. Le deuxième panel de la soirée intitulé « Le train, un incontournable pour couvrir le territoire d'Exo ». Pour ce faire, j'appelle mon collègue Marc Rousseau, directeur exécutif de l'exploitation d'Exo,
afin d'animer ce panel. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis normalement habitué d'être dans le siège de celui qui répond aux questions. Donc, de me retrouver dans le siège de celui qui pose des questions ce soir, ça me fait bien plaisir. Donc, bien plaisir d'être avec vous ce soir pour animer ce panel train, un service qui est fondamental à notre système de transport, dans un contexte où les enjeux de congestion routière, de pollution et de durabilité sont de plus en plus pressants. Le train est une solution efficace et écologique. Il ne s'agit pas non seulement d'un mode de transport, mais d'un catalyseur pour le développement économique, l'accessibilité et la qualité de vie de la population de la région de Montréal métropolitain. Alors, je vous présente les panélistes du sujet. J'inviterai Sylvain Hiel, directeur général d'Exo, M. Martin Dulac, maire de McMasterville, et M. Axel Fournier, qui est porte-parole pour l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec moi pour parler train. Donc, la première question, il y a beaucoup de questions, justement, qui sont posées autour du train ces derniers mois dans l'espace public. Est-ce que le train est toujours un mode de transport collectif pertinent dans le contexte financier actuel, alors que d'autres modes, comme le REM par exemple, ou les tramways gagnent en popularité? Sylvain, j'aimerais t'entendre là-dessus, s'il te plaît. Bien, la réponse courte, est-ce que le train est toujours un mode pertinent? C'est oui, évidemment. C'est vrai qu'on a entendu parler d'études qui étaient faites du côté de la RTM pour essayer de trouver des économies dans l'exploitation des transports collectifs. Puis, ils ont regardé les scénarios de remplacer des trains de banlieue. Par ailleurs, on sait très bien qu'un train de banlieue, c'est un mode particulier qui a ses propres caractéristiques. On ne peut pas remplacer un train par des autobus. Évidemment, les autobus sont dans la circulation. Ce n'est pas le même temps de parcours. Ils n'ont pas la même capacité. Donc, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas le même mode. Le train de banlieue, ce n'est pas non plus le même mode qu'un REM. Un REM, c'est un train léger. Le train de banlieue, on a une place assise. Il y a une grande capacité, donc on peut aller plus de 1000 personnes par train. Ce n'est pas non plus la même chose qu'un tramway. Donc, le train de banlieue, c'est un mode spécifique pour des besoins spécifiques qui correspondent justement à la desserte de banlieue, là, notamment ici de Mont-Saint-Hilaire jusqu'au centre-ville. Donc, je vous rassure, Exo n'a jamais eu dans les plans ni l'intention de cesser l'activité de train de banlieue. Évidemment, on collabore toujours à chercher des solutions, mais ce n'est pas une option parce qu'on croit vraiment que le train a sa place dans ce cocktail-là et répond à des besoins spécifiques. C'est une infrastructure aussi qui est installée depuis des dizaines d'années et qu'il faut voir à long terme. Pas parce qu'on a une crise de financement de quelques années qu'on doit remettre en question ces modes-là qui sont si difficiles à mettre en place. On le voit quand on veut mettre en place des nouveaux modes, ça prend des années et des années. Fait on pense qu'on est mieux de miser sur les modes existants, les améliorer, les développer, et puis c'est plutôt gage de succès. La bonne nouvelle, j'ai entendu 2 fois cette semaine le directeur général de la RTM dire qu'ils abandonnaient cette idée-là de façon définitive, considérant la popularité des trains. Puis, je dois vous dire, on parle d'achalandage à la baisse, mais il y a quand même 6 millions de déplacements par année dans les trains de banlieue. Fait que ça, juste pour vous donner une idée, ça correspond, c'est plus que tout l'achalandage d'une société de transport plus petite au Québec, là, comme Trois-Rivières, Saguenay ou Lévis. Donc, c'est plus que tout l'achalandage de ces sociétés de transport-là. Donc, c'est quand même une masse critique qui a encore beaucoup de potentiel. Puis quand j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est encore en croissance. Donc, il faut être patient, il faut regarder comment on peut améliorer ces services-là. Les gens reviennent, c'est un mode qu'il faut absolument continuer de miser pour le développement durable.
Sylvain, tu viens de, justement, je pense, répondre à la question que plusieurs se posaient à propos des fameuses fermetures de lignes de train. J'en ai entendu parler beaucoup aussi au cours des dernières semaines. Tous les élus que j'ai rencontrés, les maires, j'ai rencontré tout dernièrement la mairesse de Saint-Lambert, elle me posait la même question. Donc, je pense que ça vient rassurer effectivement tout le monde. Monsieur Dulac, vous pensez quoi du mode train? Est-ce que c'est effectivement un mode de transport qui est toujours pertinent sur la Couronne-Sud, notamment? Effectivement, c'est pertinent, puis c'est en effet un incontournable. J'apprécie le thème de la discussion. C'est un incontournable parce que c'est synonyme de qualité de vie pour nos citoyens, pour les utilisateurs de trains de banlieue. C'est un mode de transport qui est ponctuel, on l'a vu avec les statistiques, qui est confortable, puis qui permet de transporter un nombre de personnes beaucoup plus grand qu'avec tout autre mode de transport. Donc, le train de banlieue est au cœur de l'écosystème de transport collectif. Et puis, c'est aussi au cœur de l'aménagement de nos villes. Hein? Mm-hmm. On a des obligations comme municipalité, en vertu du plan métropolitain d'aménagement et de développement, de faire de la densification, mais ça doit venir avec une contrepartie, qui est un système de transport en commun qui est efficace et qui répond aux attentes de la population. C'est le cas du train de banlieue. On l'a vu avec la mobilisation spontanée des gens là, qui ont lancé des pétitions pour signifier leur attachement au train de banlieue. Le travail qui a été fait là, par les élus là, sur la ligne de train Mont-Saint-Hilaire, je pense à mon collègue Marc-André, le maire de Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno. Moi-même, je pense qu'on a fait des représentations dans le sens de l'intérêt de nos citoyens pour garder le train de banlieue. Donc, on a interpellé la RTM, nos représentants au niveau du gouvernement du Québec. Donc, très heureux de savoir là, qu'il y aura un dénouement positif pour assurer la continuité de ce mode de transport-là dans les prochaines années. Effectivement, cette annonce-là a fait beaucoup réagir. Je pense que ça nous a vraiment bien aidé à positionner justement le mode train. M. Fournier, vous en pensez quoi, vous? Je pense que, comme usager, c'est le plus agréable des modes de transport. Pour venir ici, je n'ai pas pu prendre le train, malheureusement. J'ai pris l'autobus. Il y avait une file de peut-être 60 personnes pour prendre la ligne 200. L'autobus ne peut pas suffire à la demande pour amener les gens vers le centre-ville. Il y a trop de demandes pour que l'autobus réponde. Donc, le train, c'est nécessaire. C'est un mode qui a plus de capacité, qui amène les gens plus rapidement. Après, le problème du réseau de train en ce moment, c'est qu'il n'y a pas assez de services en dehors des heures de pointe. Puis, comme association d'usagers, le message qu'on a, c'est... Bon. Le message qu'on a, c'est le train, il ne faut pas l'abandonner, il faut l'améliorer. C'est ça notre message. Pourriez-vous répéter ça, s'il vous plaît? Le train, il ne faut pas l'abandonner, il faut l'améliorer. Sylvain, tu en as parlé un peu d'entrée de jeu, avec les enjeux qu'on a eus et qu'on a encore, là, qu'on travaille fort. Là. C'est mes équipes qui travaillent là-dessus, là, dans la vie de tous les jours. Donc, les enjeux qu'on a avec, justement, les possibilités qu'on a de rajouter, dans le fond, de la fréquence train, on l'avait déjà analysé dans le passé. Donc, peut-être tu peux expliquer aux gens qu'est-ce qui fait qu'on est contraint là, avec des heures de passage sur les emprises qu'on utilise. Oui, bien, probablement que vous le savez, là, les emprises ferroviaires appartiennent aux grands exploitants de marchandises, là. C'est PKC maintenant et CN. Ici, c'est la ligne du CN. Fait que pour passer, il faut payer un droit de passage à chaque fois qu'on passe. Donc, on doit louer comme le droit de passer sur les voies parce qu'eux, ils gèrent aussi le service de marchandises. Donc, ça nous contraint beaucoup sur l'offre de service. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas impossible d'ajouter du service. Parfois, ça nécessite d'ajouter des voies ferrées pour le permettre aussi. Fait que oui, c'est possible. C'est pas simple. Ça prend des investissements. Mais je suis d'accord avec le fait que pour attirer plus, ça prend plus de fréquences. Puis, des fois, on se questionnait, est-ce qu'on a encore les moyens de se payer un train de banlieue? C'est un peu ça la question qu'on avait. Bien, est-ce qu'on a les moyens de ne pas en avoir? Je pense pas. Fait que c'est sûr qu'il faut le voir sur du moyen long terme. Je pense qu'il faut se donner cette vision-là. Là, on est dans une période X, mais d'ici 5-10 ans, la voie ferrée, elle va être encore là. Les trains vont être encore là. On a du matériel roulant disponible pour le faire. Donc, ce n'est pas exclu qu'on puisse, évidemment, augmenter l'offre de services pour mieux desservir, justement, les citoyens là, qui sont près des voies ferrées. M. Dulac, vous en avez parlé un petit peu dans la première question.
au niveau du développement économique. Donc, comment voyez-vous la valeur du train pour le développement économique, immobilier et social de vos communautés? Bien, la première des choses, c'est que les utilisateurs du train ne se retrouvent pas sur la route. Donc, il y a un gain de ce côté-là. Puis, dernièrement, il y a la communauté métropolitaine de Montréal qui a publié une étude sur les pertes associées à la congestion routière. On parle de plus de 6 milliards par année. Hein. C'est quand même des sommes qui sont importantes. Alors, lorsqu'on est utilisateur du transport collectif, bien, on contribue à décongestionner les routes. Puis, dans le cas du train, ce qui est génial, c'est qu'on peut même être productif lors de nos déplacements. Alors, c'est un avantage de plus de ce mode de transport. Maintenant, bien, pour nos communautés, c'est certain que ce mode de transport lourd-là a un effet attractif. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer dans la vallée du Richelieu, le long des villes là, qui sont desservies par une gare de train, justement pour bénéficier de ce mode de transport-là. Donc, c'est fort intéressant de ce côté-là. Puis, je pense que tous les modes de transport qui contribuent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le sujet du siècle, hein, cette lutte. Donc, ont leur pertinence. C'est pour cette raison qu'on compte sur le train encore pour plusieurs années. M. Fournier, vous pensez quoi, vous, du train dans le développement du contexte économique actuel? Bien, en fait, le train, c'est un moyen efficace de déplacer des gens. Puis si on n'a pas des trains, bien, on va avoir quoi? On va avoir des élargissements d'autoroutes. Puis ça coûte de l'argent, puis ça ne donne pas de résultat. Quand on élargit une autoroute, on se ramasse après avoir du trafic. Alors que si on rajoute des trains, bien, il va juste avoir plus de gens qui vont vouloir prendre le train. Puis ça, c'est juste une bonne chose parce que ça va faire qu'on va avoir plus de revenus pour financer plus de services. Donc, je pense que la solution, c'est d'investir dans le train. C'est ce que Toronto fait actuellement en déployant des lignes qui sont avec une fréquence aux 15 minutes. Bon, souvent, on aime ça se comparer avec l'Ontario, mais là-dessus, on est vraiment en retard au Québec. Il faut qu'on essaie de rattraper notre retard. Merci, M. Fournier. Troisième question pour vous, messieurs. Quelle est votre vision de l'avenir du train dans l'écosystème du transport collectif dans la grande région métropolitaine? Sylvain, je commence avec toi. Oui, bien, je vais commencer par quelque chose qui est quand même intéressant à court, moyen terme. Là, on parlait d'économie. Il y a une loi qui s'en vient, là, le projet de loi 61, qui va permettre aux sociétés de transport comme Exo de faire des partenariats pour développer des projets sur nos terrains, sur nos infrastructures. Par exemple, avec les municipalités, construire des logements, des commerces sur les stationnements incitatifs, avec des stationnements intégrés pour le train de banlieue, plutôt que d'avoir des grands espaces de stationnement qui ne sont pas toujours utilisés à 100 %, mais on va pouvoir faire des projets à même ces terrains-là pour développer du logement. Ce que ça fait, bien, ça amène une vitalité autour de cette infrastructure-là. Également, ça amène des clients dans les trains. Donc, dans tous les cas, c'est gagnant. On a déjà des projets qui poussent dans ce sens-là, donc on va avoir la possibilité de faire des projets dans les prochaines années en ce sens-là, qui va dans le même sens que densifier et trouver à donner plus de logements disponibles et des transports collectifs écologiques. Bien, la vision, évidemment, on souhaiterait que l'achalandage soit présent de plus en plus, qu'on puisse augmenter l'offre de services, puis que ce soit le mode qui soit choisi en premier pour les gens qui vont se déplacer vers le centre-ville, mais également entre les villes. Puis je renchéris aussi sur le commentaire qui a été fait. On parle de transport à la demande, mais on sait qu'en banlieue, il y a plus que 2 voitures par famille dans beaucoup de quartiers. Si on peut réduire à 1,5 voitures par famille en moyenne, par exemple, c'est beaucoup moins de voitures sur les routes, beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc, pour moi, ça serait vraiment un succès si on arrive à donner une offre de service qui permette aux familles qui vivent dans les communautés de banlieue d'avoir moins de besoin de leur voiture dans leur quotidien. Merci, Sylvain. M. Dulac, votre vision du train? Bien, le train demeure au cœur de notre écosystème de transport collectif, comme je le disais. Et puis, ce qu'on peut souhaiter pour les prochaines années, c'est qu'on puisse améliorer nos statistiques en termes de ponctualité, qui sont déjà très, très bonnes, mais il y a un petit irritant là, qui est le passage des trains de marchandises. Ça, je pense qu'il faut travailler sur cet enjeu-là pour justement
assurer qu'il y ait un service qui soit à la hauteur des attentes de la population. C'est une très bonne nouvelle, l'idée éventuellement de pouvoir développer les îlots de chaleur que constituent les stationnements de nos gares de train. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus personne qui pourra accéder aux gares de train en voiture, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est de prioriser des gens qui vont demeurer près de la gare de train pour justement amener davantage d'utilisateurs et assurer la vitalité du train à long terme. On parlait de ponctualité des trains. J'ai mon collègue ici, Jacques, qui est responsable justement de l'exploitation de trains. L'expression de Jacques, c'est la somme de toutes les petites actions que son équipe peut faire à tous les jours qui fait en sorte que le train est ponctuel à plus ou moins 95 %. Si vous saviez toutes les actions qui sont faites à tous les jours pour atteindre ce pourcentage-là, c'est vraiment incroyable. Parce que si on ne faisait rien, probablement que la ponctualité ne serait pas où elle est présentement. C'est sûr que les entreprises comme le CN et le CP, leur gagne-pain, c'est de transporter de la marchandise, c'est pas de transporter des gens. Nous, notre mission, c'est de transporter des gens. Et c'est sûr que d'avoir un train qui est à l'horaire, ça contribue beaucoup à attirer des gens dans ce mode-là. Mais il y a, comme Morgane vous dit en entrée de jeu, il y a des kiosques pour aller parler de comment on réussit à garder un train à l'heure dans la vie de tous les jours. Jacques est là et la collègue Maude également va pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu, les opérations de train. Il y a un centre de contrôle qui existe pour nous. Il y a un centre de contrôle ferroviaire, en fait, national, là, dans lequel on doit communiquer à tous les jours pour s'assurer qu'il n'y a pas de collision de train. C'est un peu comme un centre de contrôle d'avion. S'il n'y avait pas de centre de contrôle à Dorval, il y aurait probablement des accidents. C'est un peu la même chose au niveau ferroviaire. S'il n'y avait pas de centre de contrôle, il y aurait probablement des mauvais événements qui pourraient se produire. Donc, il y a beaucoup de trafic ferroviaire, autant qu'on ne voit pas des trains à tous les jours, en fait, à toutes les heures passées, à toutes les minutes, mais il y a beaucoup de, quand même, circulation ferroviaire sur le réseau de trains au Canada. Et bien sûr, il faut s'arrimer avec ces entreprises-là si on veut s'assurer qu'on a des voies de passage. Oui, Sylvain, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais juste donner un exemple par rapport à ce que tu viens de dire sur les mesures mises en place pour assurer la ponctualité des trains. Peut-être que vous allez en parler, j'espère que je ne vous enlève pas votre truc, mais on a installé, on s'est rendu compte dans nos statistiques que les trains, il y avait beaucoup de véhicules qui accrochaient les viaducs ferroviaires à Montréal. Il y a deux viaducs en particulier. Là, je ne me rappelle pas c'est lequel, mais on a installé un gabarit, parce que là, ça faisait arrêter les 3 lignes de train pendant parfois 30, 40 minutes, 1 heure, parce qu'il faut inspecter le viaduc ferroviaire avant de reprendre la circulation. Donc, des impacts majeurs. Donc, on a fait un projet où on a installé un gabarit avant le pont qui fait en sorte que les véhicules qui ne passent pas en dessous du viaduc, ils ne peuvent pas traverser ce gabarit-là. Donc, c'est complètement terminé, là, ces incidents-là où il y avait un accrochage avec le viaduc ferroviaire. Fait que ça, c'est un cas de perturbation qui arrivait très souvent qui va être nettement amélioré par ça. Puis on a des chauffe-aiguillages, puis on a du monde qui déglace des aiguillages au pic, des fois, là, quand les températures sont extrêmes. Fait qu'effectivement, ça prend beaucoup de mesures pour assurer une fiabilité aussi élevée. On appelle ça un crash beam en bon français. Un crash beam. Monsieur Axel, votre vision, vous, du train, c'est quoi pour le futur? Ma vision, c'est qu'on ait un système un peu comme le RER à Paris. Il y a des trains aux 15 minutes qui passent à travers la ville, donc qui ne s'arrêtent pas aux gares terminales, là, et qui font un réseau c'est presque un métro, mais dans l'ensemble de la région métropolitaine. Ce qui serait souhaitable au niveau du réseau des trains de banlieue, c'est que ça devienne comme ça. Évidemment, pour ça, ça prend des investissements. Mais si nous, comme association d'usagers, on ne dit pas qu'on veut un réseau qui soit étendu, fréquent, puis qui traverse la ville et la région métropolitaine, personne ne va le faire. Si nous, les usagers, on ne le demande pas. Donc, je profite de la tribune qui nous est donnée pour dire notre rêve, c'est vraiment plus de fréquences puis plus de couverture ferroviaire. Et non pas un monde où on fait que retirer des lignes parce qu'on se dit, bien là, ça peut-être moins cher de le faire en autobus. C'est pas ça, il faut penser à développer le train à long terme. Écoutez, ça peut vous rassurer, il y a beaucoup d'investissements qui est fait à tous les années.
il n'y a pas beaucoup de kilomètres d'emprises qui nous appartiennent, mais on a quand même à peu près 20 des emprises ferroviaires qui nous appartiennent. On fait quand même beaucoup d'investissements sur ces emprises-là. Sylvain, tu parlais d'équipements comme des aiguillages, des trucs comme ça, mais il y a également des ponceaux qu'on doit remplacer sur une base régulière. Il y a des passages à niveau qu'on doit faire sur une base régulière. Donc, on a une équipe de projet qui, justement, s'assure de faire des bonnes évaluations de la condition de ces infrastructures-là. Donc, on remplace à toutes les années des ponceaux, des passages à niveau et tous les systèmes d'infrastructure qui viennent avec ça. Donc, je sens qu'il y a clairement un consensus au niveau des panélistes qui se dégage sur le rôle crucial que joue le train pour la région métropolitaine. Donc, j'inviterai maintenant les participants qui souhaitent à venir au micro poser leurs questions en lien avec, justement, le sujet du train. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé brièvement par rapport à vos contraintes pour ajouter des lignes, des trains additionnels. Est-ce que vous avez des contraintes pour ajouter des trains pour en fin de semaine? Est-ce qu'on peut envisager d'ajouter le train en fin de semaine à Saint-Hilaire? C'est envisageable avec les mêmes contraintes qu'on a mentionnées, donc pour pouvoir acheter les fenêtres de passage, puis donc ajouter ces trains-là, mais on a le matériel, c'est possible de le faire. C'est une question de demande pour le moment. Donc, peut-être que nos experts pourront vous dire qu'est-ce qu'ils ont étudié comme demande pour les fins de semaine. Mais il y a déjà des lignes qui fonctionnent les fins de semaine. La ligne Vaudreuil-Hudson a du service le week-end. La ligne Saint-Jérôme aussi. Donc, dès que la demande est là, il est possible de rajouter aussi du service le week-end. Bonsoir. Nous, on est venus de Saint-Constant. On est déménagé à côté de la gare Sainte-Catherine de Montréal. On habitait à côté d'un métro avant. Ça nous coûte excessivement cher. Nos 2 enfants vont à l'école secondaire à la Chine. Une gare, 7 minutes, 118 $ par enfant. Nous, on fait 4 gares. On s'en va à Vendôme, puis on marche, ou on prend le Bixi. Pour une famille, c'est plus de 600 $ par mois, fois 10 mois. Est-ce que, depuis tantôt, je vous écoute parler, nous, on a juste un véhicule. On veut rester avec un véhicule, mais présentement, notre vie, c'est ça. Puis c'est aussi aller à la piscine 3 fois par semaine parce que nos enfants, ils n'ont pas d'autobus pour se rendre à la piscine, qui est pourtant une infrastructure qui demande qu'on utiliserait le transport en commun. Là, il faut qu'on fasse le taxi. Qu'est-ce que vous avez pour une famille comme nous qui veut vraiment prendre le transport en commun puis qui n'a pas de moyens? Parce que l'alternative qu'on me donne, c'est passer par Delson, après ça, aller au REM, passer par le centre-ville pour finalement retourner à la Chine. C'est ça l'alternative pour nous. Il n'y a pas de train le soir, il n'y a pas de train la fin de semaine. Puis moi, je finis de travailler à 12h45. Le premier train, il est à 4h moins 20. D'abord, félicitations pour donner des bonnes habitudes à toute votre famille, vos jeunes aussi. Je suis dans cette situation-là aussi. J'ai élevé 4 enfants avec des habitudes de transport collectif. Mais ce que vous énoncez là, on est au courant, puis c'est clair que l'offre de service des trains, c'est un enjeu, on le dit, surtout en hors-pointe. Actuellement, on n'a pas les investissements ou les moyens pour ajouter des services. Pour ce qui est des autobus, c'est un peu la même chose, mais je pense qu'il faut, je ne sais pas si vous avez déjà fait vos demandes par rapport à vos déplacements en particulier sur l'offre de service, mais actuellement, on est vraiment limité. On peut ajouter absolument aucun service dans le contexte actuel de financement des transports collectifs. Ce n'est pas un choix qu'on fait, c'est une obligation. On n'a pas l'argent pour le faire. Pour ce qui est de la tarification, ça ne relève pas d'Exo. Je sais que des fois, c'est compliqué, là, les structures, mais c'est défini par la RTM pour tout le territoire. Puis je peux comprendre avec une famille de 4 qui sont abonnés, ça fait des montants par mois.
On sait par ailleurs qu'un automobile, pas EXO, selon le CAA, c'est 10 000 $ par année un automobile, rouler ça. Fait que ça reste un mode économique, mais je suis conscient, comme vous le dites, là, que pour le transport de 4 personnes à tous les mois, avec une offre de service qui est limitée, ce n'est pas l'idéal. Oui. Oui, il y a de l'espoir. Je vous dirais que nous, les parties prenantes du transport collectif, on souhaite pouvoir injecter des investissements dans l'offre de services. Les villes en question, je connais bien votre maire, il y a une mobilisation pour que le service soit bonifié. Actuellement, on n'a pas, je ne veux pas vous donner, dire l'année prochaine, ça va être mieux, parce qu'on n'a pas de vue pour le moment actuellement avec ça. Nous, on est financé par le gouvernement et les municipalités, puis pour le moment, on est limité dans ce qu'on peut ajouter. Mais oui, je vous dis que tout le monde croit qu'il faut bonifier le transport collectif, mais en ce moment, on n'a pas la solution. Mais moi, j'ajouterais, c'est qu'en ce moment, la crise du financement, elle se joue aussi beaucoup à Québec. Donc, si vous avez des représentations à faire auprès de votre député qui, si je m'abuse, siège au Conseil des ministres, bien faites-les aussi. Ça peut aider. Si les députés et ministres reçoivent des demandes de leurs citoyens de bonifier le transport collectif, peut-être qu'ils vont aller voir leurs collègues au transport et leurs collègues au Trésor pour aller chercher un peu de financement. Là. Fait que c'est peut-être une des solutions aussi. Merci. Je peux me lever. Oui, oui, bonjour. Moi, je suis un nouveau résident de Mont-Saint-Hilaire depuis 3 ans. Le train de banlieue, le bus dans la Pommeraye sont des choix qui nous ont motivés à nous installer à Mont-Saint-Hilaire. L'année dernière, en décembre, j'ai vraiment songé fortement à changer d'emploi parce que, justement, il y avait tellement de problèmes avec le train ou avec le transit de bus pour desservir avec la ligne 21 que ça a vraiment remis en question mon mode de transport. Je suis content de savoir que la congestion ferroviaire, c'est un enjeu qui semble se réduire progressivement, mais je n'ai pas entendu d'éléments par rapport à ce qui pourrait être fait pour améliorer l'arrimage entre le bus ou avec le train, parce que souvent, ma réalité, c'est qu'il n'y a pas de bus. Des fois, on n'a pas d'avis, il n'y a pas d'information s'il y a un retard. Pas plus tard qu'hier, notre bus a été en retard de 20 minutes. On était 6 à attendre, en pleine confusion de savoir qu'est-ce qui se passe. L'autre scénario que j'ai en ce moment, c'est de prendre mon auto pour empiéter dans le stationnement de la gare, alors qu'on a juste une auto qui pourrait très bien servir à mon épouse dans le courant de la journée. J'aurais aimé vous entendre un peu sur cet élément-là d'arrimage bus-train. Je vais commencer une réponse, puis peut-être que nos experts ou Marc pourront compléter. D'abord, oui, il doit y avoir un arrimage. Là. Il y a des choses en place pour ce faire. Je ne sais pas si vous avez l'application Chrono sur votre téléphone qui donne en temps réel l'arrivée de l'autobus ou les retards. La plupart du temps, ça fonctionne très bien. Là. Je ne sais pas s'il y a peut-être eu un problème dans le cas que vous parlez. Mais sinon, oui, cet arrimage-là devrait être fait. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, bien en fait, Catherine Beaulieu, qui était sur le panel précédent, s'occupe aussi de l'équipe de planification opérationnelle. Il y a des révisions, dans le fond, des temps de parcours, des bus qui sont faits. La périodicité, c'est 4 fois par année. Donc, cette équipe-là analyse constamment les vitesses commerciales des autobus, la ponctualité de chacune des lignes. Donc, il y a souvent des lignes qui sont peut-être plus ou moins ponctuelles que d'autres. Donc, on travaille à tenter de balancer, si vous voulez, le temps réparti entre les lignes d'autobus. On a 2 enjeux. Un, c'est sûr que dans un contexte de financement qui est très limité, juste pour ajuster les temps de parcours, puis on a fait plein d'analyses, nous, là, pour essayer d'arriver à notre cible de 83 % de ponctualité des bus. Ça veut dire qu'il faudrait injecter des heures de service additionnel, injecter du temps de parcours additionnel pour faciliter, dans le fond, le parcours des autobus. Et ça se quantifie en millions de dollars. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Cependant,
on analyse en continu les temps de parcours de nos bus. On tente, parce qu'il y a des lignes à un moment donné, en fonction de la circulation, qui augmente aussi, là, parce qu'on le voit, là, il y a de plus en plus de gens qui retournent vers le centre-ville. Donc, puis il y a beaucoup plus d'automobilistes également. On le voit au niveau de la circulation, la densité de la circulation. Donc, on s'ajuste au fur et à mesure. Donc, au moment où on se parle, ce que les équipes tentent de faire, c'est, on voit des lignes de bus qui sont plus, mettons, à l'heure, ou parfois que les bus arrivent un peu en avance, on va retirer un peu de temps de parcours pour certaines lignes, en rajouter sur d'autres lignes. Donc, on tente de balancer comme ça. Alors, dans le fond, votre commentaire, là, je suis persuadé qu'il est déjà pris en compte. Les équipes vont analyser qu'est-ce qu'on peut faire pour régulariser là, votre ligne de bus. Merci. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour. Moi, je prends le train au Mont-Saint-Hilaire ici depuis environ 3 ans. Auparavant, j'étais plus dans le secteur de Sainte-Julie en autobus. J'étais plus capable des autobus. Je vais être franche avec vous, là. On a déménagé ici dans le but de prendre le train. Et là, j'ai une question. Tu sais, vous avez dit que lorsque le train n'est pas arrivé à l'heure qui est supposée, que c'est identifié sur le site. Et je vous affirme que ce ne l'est pas à tous les fois. Et moi, je prends le train à 5h45 le matin et j'attends pour savoir, il va-t-il arriver 5 minutes en retard ou 10. Puis à un moment donné, je n'ai pas le choix de partir avec mon véhicule pour aller au REM ou au métro Longueuil pour donner suite à mon voyage, mais c'est encore à mes frais. Là, la question que je me pose aussi au niveau vous dites que lorsque vous ne pouvez pas changer les horaires parce que c'est difficile, je peux comprendre, mais lorsque moi j'ai 2 jeunes enfants, puis l'école m'appelle pour dire d'aller le chercher à l'école, je fais quoi? Je suis encore dans une position qu'il faut que je prenne un autre autobus, des fois le taxi pour aller à l'école, puis encore, il faut que je me rende à la gare parce que mon auto est là. Je suis toujours pognée. Puis c'est pas agréable de vivre ça quand ça arrive fréquemment. Puis il faudrait peut-être prévoir aussi d'autres alternatives. Là, vous avez 5 gares, mais peut-être éventuellement d'en mettre plusieurs sur le... Puis arrêter, parce que là, il y a un laboratoire qui se construit, Optilab, dans le coin de Saint-Bruno. C'est juste à côté de la gare. Pas de la gare, mais de la voie ferrée. Est-ce que vous avez prévu peut-être d'arrêter ça là, éventuellement? C'est énorme ce qu'ils font. C'est juste à côté aussi de l'usine de Molson. Ça pourrait attirer d'autres gens à prendre le train. Fait qu'il y a plusieurs enjeux que vous me dites que oui, on prend compte de ça, mais ça ne change pas. On n'a pas d'alternative. Puis quand il y a une panne de train, puis qu'il nous débarque en disant que le train, il ne peut plus rouler parce qu'il ne peut pas traverser le pont, y a-t-il des autobus? Quand il y a une panne dans le métro de Montréal, il y a des autobus, il y a des navettes qui arrivent. Là, nous autres, on est laissés à nous-mêmes. Puis moi, j'ai demandé à quelqu'un de m'emmener en auto au métro Longueuil. J'ai voyagé avec un inconnu. Il n'y avait pas de plan B. C'est plein d'inconnus dans les autobus. Tu sais, vous n'avez pas de plan. Je ne vous vois pas, par exemple. Là, Je suis ici. Ah, OK, parce qu'il y a de la lumière. Je vais répondre à quelques éléments de votre question, votre point. D'abord, je ne sais pas, vous parlez de site, mais c'est vraiment l'application Chrono qui donne l'arrivée des trains en retard, le niveau d'achalandage. Ça fonctionne. Sur le site Internet, je ne sais pas, mais sur l'application, ça fonctionne. Deuxième chose, on a ici le long de la ligne la 200. C'est ça, la 200? Oui. Qui fait un parcours similaire, donc qui peut être une solution quand la fréquence du train n'est pas adéquate pour vous. Puis évidemment, on a, oui, toutes les mesures possibles à mettre en place pour aller chercher les gens quand il y a une panne de train avec des autobus. On fait exactement la même chose. On le fait depuis des années, à chaque fois que ça arrive. Des fois, ça prend un certain temps. Là, on n'a pas des gens qui attendent dans des autobus. Il faut aller les chercher. Le temps qu'ils se rendent, ça peut prendre un certain temps, en effet. Fait que les autres points, je pense que vous auriez intérêt peut-être à parler directement avec nos gens qui prennent en note plus spécifiquement vos commentaires, vos points
pour pouvoir vous répondre ou en tout cas le savoir puis améliorer ces éléments-là. Alors, ça conclut. Merci beaucoup. Voilà qui conclut les 2 grands thèmes de la soirée, en espérant que vous ayez apprécié ces beaux échanges. Merci à vous, mesdames, messieurs les élus. Merci beaucoup, Axel, aussi, d'avoir été avec nous. Merci à nos panélistes aussi. Aux participants en ligne, si jamais vous aviez posé des questions qui n'auraient pas été répondues ce soir, sachez que nos équipes vous en feront un suivi par la suite, très rapidement. Et pour ceux sur place, je vois qu'il y a déjà une belle mouvance vers nos kiosques. Il y a des experts en transport adapté, en autobus, transport à la demande, train. Alors, n'hésitez pas, ils sont là pour vous répondre. Merci à tous, bonne fin de soirée et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine édition de Rencontre publique d'Exo.